Bon bah moi finalement qui m'attendais au pire sur ce Grand Prix du Qatar, et bah ça a été plutôt pas trop mal en vrai, hein. Au final on a eu une bonne course, pas la course du siècle mais plutôt une course correcte. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix du Qatar 2021. C'est parti. Première réaction, mesdames et messieurs, on va commencer par les belles batailles quand même qu'on a eues sur la piste, parce qu'il y en a eu, alors que j'étais persuadé au début qu'il n'y en aurait absolument mais aucune. Un seul endroit pour dépasser, le virage 1, où finalement le défenseur pouvait aussi un petit peu pousser et amener l'attaquant à devoir défendre le virage 4 pour conclure sa bataille. Donc la bataille pouvait se faire sur quelques virages et cela a été le cas. Alonso et Pérez, ça a été assez chaud, tout comme avec Esteban Ocon notamment. Alors au final, fallait bien ressortir du dernier virage, en particulier du dernier secteur qui était sujet à beaucoup de dirty air, donc c'était compliqué de suivre les autres voitures dans ce dernier secteur avec les enchaînements très rapides, mais force est de constater que la Red Bull, en tout cas en particulier, était plutôt à l'aise dans ce dernier secteur, à pouvoir garder l'écart avec les voitures devant, voire même à se rapprocher, ce qui était assez incroyable. Donc peut-être que la Red Bull est tout simplement moins sensible au dirty air que d'autres voitures, mais c'était assez impressionnant en tout cas de voir la Red Bull de Pérez notamment dans ce dernier secteur être assez performante. Très habile d'ailleurs de Sergio Pérez de prendre un peu large dans le dernier virage, cela lui évite de manger le sillage perturbé de la voiture de devant, le dirty air, donc on en reparle encore une fois, et donc en fait il était encore plus proche pour la longue ligne droite. Bon alors derrière on a vu un peu d'agressivité dans les défenses en règle générale, je pense notamment à Sainz par exemple qui a tendance à se décaler peut-être un petit peu tard pour défendre, mais j'ai pas trouvé ça spécialement choquant, sauf une où là ça a été peut-être un petit peu trop tard pour que Pérez puisse faire une bonne manœuvre. Des décalages tardifs, oui, clairement. Des zigzags volontaires dans tous les sens, non, clairement pas. Je pense que tout le monde a beaucoup de mal avec ce genre de manœuvre où on est effectivement très proche et à des vitesses assez importantes, justement. Mais ce genre de dépassement, ça existe depuis la nuit des temps. C'est juste que là, le fait qu'on ait des voitures qui soient très rapides, qui soient très grosses, qui soient aussi beaucoup moins agiles et dont le différentiel de vitesse est énorme par rapport à il y a 10 ans, rend la chose très impressionnante, voire même effrayant pour un œil qui n'est pas averti. Mais honnêtement, sinon, moi j'ai trouvé ça all good. Bref, le circuit donnait des petites vibes du Mugello de l'année dernière, aucun endroit pour dépasser à part le premier virage, et avoir évolué les F1 sur ce circuit, cela reste assez plaisant à l'œil vu la vitesse. Je suis pas mécontent, mais vraiment sans plus. Deuxième réaction, mesdames et messieurs, on va parler des crevaisons qu'il y a eu sur ce circuit du Qatar justement. Alors j'avoue que j'étais à moitié surpris de voir des crevaisons au final, parce que Pirelli l'avait dit aux écuries, faire un seul arrêt c'est prendre beaucoup de risques, on vous conseille d'en faire 2. Bottas, les Williams et Norris ont eu des crevaisons pour l'instant. Alors on n'a pas la cause certaine de savoir pourquoi ça s'est passé, mais clairement vu la charge que supportent les pneus à 270 km/h dans les courbes rapides pendant plusieurs tours, ça fait beaucoup. Alors avec le passage justement des voitures un petit peu trop au large sur ces vibreurs, et les vibreurs blancs en particulier, qui sont au-delà des vibreurs normaux entre guillemets, on perd souvent des petits bouts, on l'a vu pendant tout le week-end, des petits bouts de carbone par-ci, par-là, etc. Et en fait ces petits bouts de carbone sont très tranchants, donc ça peut être aussi une piste de réflexion de savoir pourquoi on a crevé autant de pneus. Dans tous les cas, cela a été des crevaisons lentes, pas d'explosion, juste des pertes de pression. Aucune équipe touchée n'a vu le problème arriver. La rupture dans la majeure partie des cas vient du flanc du pneu et pas de la bande de roulement, donc on serait plus sur un problème structurel, on va dire, qu'un problème externe à la base. 2 arrêts étaient donc préférables, mais on compte quasiment la moitié des pilotes qui partaient sur un seul arrêt. Cela a demandé beaucoup de gestion de pneus, mais en fait le problème c'est que le rythme de la course et la potentielle 3e place à aller chercher pour beaucoup de monde a fait que tout le monde attaquait plus que ce que les pneus finalement pouvaient prendre. Alors est-ce que la structure et la conception du pneu Pirelli a une limite de casse, on va dire, trop basse par rapport à ce qu'on attend justement, et qui fait que on peut crever un pneu sur ce genre de circuit juste parce que le pneu en fait il peut plus encaisser la charge, ou est-ce que en fait tout simplement les équipes ont été trop gourmandes malgré le fait d'avoir été prévenues en amont par Pirelli? À vous de me dire dans les commentaires. L'année prochaine, avec les nouveaux pneus, les flancs seront plus petits et les pneus bougeront beaucoup moins sur eux-mêmes, sur une compression. Donc structurellement parlant, les pneus seront plus forts par philosophie, on va dire. Alors encore une fois, la Formule 1, c'est pas 57 tours à fond, c'est beaucoup de gestion aussi, et surtout sur ces dernières années. Est-ce que ça devrait être à fond un Grand Prix? Est-ce que c'est l'esprit d'un Grand Prix de Formule 1 ou est-ce que c'est plutôt l'esprit d'une course sprint par exemple? Voilà, ça ouvre un autre débat, on va pas en parler maintenant parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures.
Troisième réaction, mesdames et messieurs, on va en parler. Oui, les Mercedes étaient absolument intouchables ce week-end justement au Qatar. Deuxième week-end ultra performant pour Lewis Hamilton, Bottas n'était pas en reste non plus, un circuit qui correspondait très bien à la Mercedes, comme cela devrait être le cas pour Jeddah dans 2 semaines. Normalement, il y avait de quoi mettre un petit KO à Red Bull, et pourtant Mercedes repart en lâchant des points à cause de la malchance de Bottas, ce qui permet à Red Bull de revenir à 8 points à 2 courses de la fin de saison. Alors Hamilton a été absolument parfait, une véritable masterclass très clairement tout le week-end, comme il en avait l'habitude sur l'année dernière ou même les saisons d'avance, hein. Il nous avait habitués à ce genre de week-end. Bottas, les 3 places de pénalité, là ça fait un petit peu mal en qualif pour non-respect d'un drapeau jaune, ça c'est dommage. Pareil pour Verstappen d'ailleurs, avec une voiture arrêtée sur la piste, je comprends pas pourquoi on n'a pas mis un drapeau rouge directement comme la direction de course le fait généralement, ça aurait évité tout problème, on n'aurait pas eu besoin de relancer la séance, ça aurait gelé les écarts comme finalement ça l'a fait là. Mais bon, ils ont décidé de se prendre la tête, polémique, drapeau jaune, drapeau vert sur le côté, mais pas drapeau vert, enfin bon bref. Bottas prend un mauvais départ, pas assez de régime moteur, il se fait déposer par tout le monde et derrière il a galéré avant de enfin se mettre en route sous un coup de pression de Toto Wolff à la radio assez vénère quand même. Alors en soi, oui, les premiers tours pour Valtteri Bottas, ils ont été vraiment durs. En fait, le truc c'est que le dirty air en début de course est particulièrement violent parce que toutes les voitures sont les unes à côté des autres, donc ça crée énormément de turbulences et alors quand vous êtes derrière, c'est l'horreur totale. Dans des conditions, certes, qui étaient vraiment très différentes, on va dire, Lewis Hamilton, il a mis du temps justement à doubler l'AlphaTauri de Tsunoda, je crois, c'était en Turquie, avant de finalement partir bien comme il fallait, et c'est ce qui s'est passé avec Bottas. J'ai l'impression qu'il faut un temps de mise en route avant que la Merco lâche la cavalerie, comme on dit, car derrière, Bottas, il a enchaîné les dépassements aussi pour se retrouver P3, et alors là, c'est le drame. Au moment où il a la crevaison, la stratégie c'était de rester encore 3 tours en piste pour construire le gap suffisant pour passer Perez au jeu des arrêts. Et là, il avait la P3 easy peasy comme on dit et juste à gérer la fin de course. Vraiment pas de bol pour Valtteri Bottas pour le coup. A contrario, le départ de Verstappen est d'une fulgurance, il a foudroyé 2-3 bagnoles sur le tas pour se retrouver très rapidement en bonne posture. Très bonne vista de coller à la corde au virage 1, de ne prendre absolument aucun dirty air et du coup d'avoir un sacré grip. Alonso, lui, il le voit pas sur le côté, donc c'était assez chaud, mais ça passe. Et une fois P2, il tournait dans le même rythme que Lewis Hamilton qui était en mode cruise control. Les deux sont partis tellement vite que les écarts sont devenus abyssaux. Oui, au final, les Mercedes étaient au-dessus avec une marge, probablement une bonne marge sous le pied, mais les Red Bull étaient loin d'être ridicules pour le coup. 8 points d'écart à l'avantage de Verstappen avant d'arriver sur un circuit qui devrait parfaitement correspondre à la Mercedes et Abu Dhabi devrait un peu plus être à la faveur de la Red Bull. Alors Hamilton va chausser son moteur justement du Brésil pour les 2 dernières courses de la saison, donc tout devrait se jouer à Abu Dhabi. Attention parce que là, le moindre petit pépin, la moindre petite erreur peut coûter extrêmement cher, voire serait peut-être fatale. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est tendu et ça c'est cool. Quatrième réaction, mesdames et messieurs, on va parler du coup dur du week-end. Le coup dur du week-end, il est pour McLaren. Malchance au carré, ça a été malheureusement catastrophique. Norris a eu une crevaison lente juste dans le 3e secteur, donc parfait entre guillemets pour pouvoir rentrer au stand, ce qui lui permet de repartir et de faire P9 et de sauver 2 points. Mais du coup, coup dur quand même parce que il pouvait jouer le podium face à un Fernando Alonso très rapide. Pour Daniel Ricciardo, en revanche, c'est un problème d'affichage qui a foiré toute sa course. L'affichage et l'équipe lui ont dit en fait finalement de sauver du carburant dès le début de la course. Et pendant les 2 tiers de la course, il était à 2 secondes du rythme normal avec des pneus pas dans la bonne fenêtre de température et des freins pas giga chauds. Et puis ça allait un petit peu mieux en fin de course où il n'avait plus le message. Probablement du coup un défaut de capteur pour Daniel Ricciardo. Ce résultat leur coûte très cher, quasiment 40 points d'écart avec Ferrari au constructeur. Les rouges doivent marquer encore 5 points de plus que McLaren à Jeddah pour sécuriser cette 3e place au championnat de manière définitive. C'est dommage pour McLaren qui a eu de la malchance et qui pourtant a surperformé sur certains circuits cette année, mais la régularité, c'est le maître mot pour pouvoir gagner entre guillemets un championnat. Les Ferrari qui d'ailleurs sur cette course n'avaient pas un si bon rythme que ça. En fin de course, Leclerc avait à peu près le même rythme que Fernando Alonso, sauf que Alonso était en train de baisser de rythme justement pour pas trop mettre d'énergie dans son pneu avant gauche et justement éviter entre guillemets une crevaison. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué justement sur le rythme global de la course des Ferrari.
Le Dirty Air n'a pas forcément beaucoup aidé sur circuit où le Dirty Air est assez violent. Donc voilà. Et puis alors Sainz, juste pour en parler un petit peu, Sainz il a un petit peu plus subi de partir en médium avec des pilotes qui étaient en soft autour de lui, mais dans l'ensemble, on serait presque tenté de dire pas ouf pour les Ferrari, car elles finissent derrière 2 Alpine et une Aston Martin à la régulière. Cinquième et dernière réaction, mesdames et messieurs, on va parler du coup de cœur du jour qui s'appelle Fernando Alonso, qui a retrouvé un podium en Formule 1 après 7 ans. Ouais, 7 ans, c'est énorme, entièrement mérité après tout le boulot qui a été abattu entre sa signature chez Renault, enfin ex-Renault puisque Alpine maintenant, et son podium. Il y a eu énormément de travail, il y a eu de la progression, ça a été de mieux en mieux. Alors il y a eu des moments où c'était un petit peu plus compliqué que d'autres pour Esteban Ocon et aussi pour Fernando Alonso, mais dans l'ensemble il y a eu une vraie progression, donc ça c'est top. Tout le week-end, le Fernando il a été rapide, tout comme les Alpines ont été très rapides. Bref, s'il y avait une opportunité à saisir, c'était le bon moment pour le faire et ils l'ont fait parfaitement. Je crois que dans toutes les écuries, il n'y en a pas une qui arrive à jouer autant avec ces deux pilotes en course pour sécuriser des résultats. C'était le cas au Brésil il y a une semaine face à Gasly, alors ça n'a pas marché, mais là, une nouvelle fois, ça a été le cas avec une mini bataille entre Ocon et Sergio Pérez. Le start de Fernando, alors il prend Gasly, il le met dans un stade de foot au Qatar, il allume la clim, il la met à -15 et il lui met une giga clim. Tout simplement, il a mis une clim à Gasly monumentale. Ah, je suis vraiment désolé, mon Pierrot, putain, merde, Pierrot. Au final, Gasly a fait les affaires d'Alonso car il a retenu un peu les assaillants derrière pendant quelques tours et c'était vraiment pas de trop. Alpine avait dès le début mis en place une stratégie à un arrêt assez risqué pour les pneus, mais fallait les faire tenir. Le fait de rouler sans aucune voiture devant, ça permettait finalement de moins solliciter les pneus que des Pérez, etc., qui devaient forcer un petit peu plus derrière d'autres voitures. C'est d'ailleurs Alonso qui déclenche vraiment la vague d'arrêt au stand. On l'a fait ressortir là où il fallait sans trop de trafic et il a bénéficié de la bonne petite virtual safety car en fin de course alors que Pérez était en train de remonter comme un fou furieux, mais on ne saura jamais ce qu'il se serait passé si on n'avait pas eu la VSC. Esteban aussi, un sacré départ, sacré start, sacré course même dans l'ensemble. Alors on pensait tous qu'il allait se faire croquer par le DRS de Sergio Pérez sur la fin de course entre guillemets, mais non, il s'est jeté à l'intérieur tel un Max Verstappen sauvage entre guillemets pour défendre sa position. Il a combattu pendant 3-4 virages, alors comme ça on aurait pu se dire justement il a fait ce qu'il a pu avec une moins bonne voiture et des pneus plus vieux, mais faire perdre quelques petits dixièmes à Sergio Pérez pendant quelques virages, c'est primordial pour construire un petit matelas, mais alors vraiment tout petit, le matelas là dessus, si tu dors dessus t'as mal au dos, pour Alonso justement. 25-0 contre AlphaTauri qui pourtant avait elle aussi beaucoup de rythme pendant tout le week-end sauf en course. Aucun rythme pour Gasly ou Tsunoda, peut-être que ça vient du changement de pièce. Tsunoda qui pourtant trouve pas mal de rythme sur les derniers week-ends, c'est vraiment plutôt cool. Il n'arrive pas à transformer en course par de la malchance essentiellement. Alors là aussi, un gros avantage pour Alpine pour les 2 derniers Grands Prix de la saison. Aller chercher 25 points pour AlphaTauri, va falloir demander un alignement de planète justement. Donc ouais, ça se profile plutôt pas mal cette P5 pour Alpine. Bon allez, un petit bonus, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait un petit bonus, mais il fallait en parler, je savais pas où la mettre, cette course incroyable qui a été faite par Lance Stroll. Ouais, Lance Stroll a fait une super course, super rythme, bonne stratégie d'undercut justement sur les Ferrari. Ils ont pu jouer avec leur stratégie, ils étaient dans le match, un petit peu en PLS le Lance Stroll en fin de course avec toutes les crevaisons, parce que justement ça lui est déjà arrivé cette saison d'avoir des grosses crevaisons. Bref, dans l'ensemble, quand la voiture fonctionne bien, ils peuvent dérouler une bonne course et se faire plaisir. Et ça, justement, ça fait plaisir. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour l'avant-dernier Fast 5 de la saison. Grand Prix d'Arabie Saoudite, premier Grand Prix d'Arabie Saoudite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.